j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer la conférence de professeur Soraya Feniche sur le traitement périopératoire des CMPC localement avancés. Merci. Merci pour l'invitation. Donc, la survie, finalement, des cancers bronchiques non à petites cellules opérés reste décevante. Et la plupart des malades vont malheureusement décéder de leur cancer suite essentiellement donc, à des récidives, que ce soit des récidives locales ou des récidives à distance, dans des délais variables. Ces délais sont souvent corrélés au stade initial de la maladie. Les traitements périopératoires visent finalement à améliorer le pronostic de ces malades. Et les différentes modalités aujourd'hui sont clairement positionnées dans les traitements, on va dire, précoces et localement avancés. Et le challenge en pratique courante, c'est de comprendre comment ces différentes modalités vont se positionner ou vont s'articuler entre elles avec la chirurgie. Et le challenge, je pense pour moi aussi, c'est de pouvoir répondre aux questions en 20 minutes, à savoir quelle va être la place pour la chimiothérapie aujourd'hui? Y a-t-il des indications pour la radiothérapie? Quelles modalités pour l'immunothérapie en périopératoire? Et comment positionner les thérapies ciblées dans ces cancers? Déjà, dans une méta-analyse qui date depuis de 2008 maintenant, donc, on a bien démontré qu'il y avait un apport indéniable de la chimiothérapie adjuvante par rapport au non-traitement, donc post-opératoire. Et cette chimiothérapie adjuvante bénéficie essentiellement pour les stades 2 et 3, mais elle semblait être délétère pour les stades 1A. Pour les stades 1B, les tumeurs ayant une taille supérieure ou égale à 4 cm continuent à bénéficier de cette chimiothérapie adjuvante. D'un autre côté, la chimiothérapie néoadjuvante a fait aussi l'objet de plusieurs essais cliniques. Je vous rapporte ici une méta-analyse qui date déjà de 2014 et qui a donc compilé 15 études randomisées et qui a montré qu'il y avait un gain de plus de 5% à 5 ans en termes de survie globale. Seulement, tous ces essais de chimiothérapie néoadjuvante, du moins pour la plupart, ont été arrêtés devant le résultat très probant et très positif de la stratégie adjuvante. Et donc, au final, aujourd'hui, on se retrouve avec des données qui sont relativement identiques en termes de gains de survie à 5 ans, 5% pour le schéma néoadjuvant, 4% avec le schéma adjuvant, mais avec un niveau de preuve beaucoup plus important pour la stratégie adjuvante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une chimiothérapie post-opératoire est indiquée chez tous les patients en état physique et physiologique de la recevoir pour les stades opérés P2 et P3. Alors, je ne vais pas aborder dans ce topo la radiothérapie préopératoire pour les tumeurs de l'apex dont a parlé tout à l'heure professeur Marli. Je ne vais aborder ici que la radiothérapie post-opératoire. Donc, dans une stratégie adjuvante, elle a également fait l'objet de plusieurs études. Je vous rapporte 2 principales études donc randomisées avec des stratégies de radiothérapie conformationnelle moderne. Alors, une, bien sûr, c'est les françaises et elle va comparer donc des malades qui vont avoir une radiothérapie donc en post-opératoire et qui sont des N2 avérés après une chimiothérapie adjuvante. Ils vont être randomisés pour recevoir une radiothérapie conformationnelle à 50 degrés contre l'absence donc de traitement par radiothérapie. Et comme vous le voyez ici, il n'y a pas de gain en termes de survie globale pour le bras ayant reçu une radiothérapie post-opératoire.
De même, donc, pour cet essai porte, pratiquement le même schéma, donc c'est des PT3AN2 opérés qui vont recevoir une chimiothérapie adjuvante et puis par la suite être randomisés pour recevoir soit une radiothérapie, soit une observation. Et là, pareillement, donc si vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative en termes de survie sans progression, de survie globale, de survie sans métastase, bien qu'il y ait un meilleur avantage sur le contrôle local, et ceci de manière significative. Donc, au final, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication pour une radiothérapie post-opératoire pour les N0, N1, ni pour les PN2. Cependant, on recommande une discussion en RCP pour une radiothérapie post-opératoire dans certains cas. En cas de rupture capsulaire, en cas de ratio ganglion envahi par rapport à ganglion prélevé qui est élevé, et si le dernier relais ganglionnaire est envahi, donc les ganglions relevés par curage. Par rapport à l'irradiation de la paroi, elle n'est pas indiquée en cas de résection R0. On peut cependant discuter certains cas en RCP si le chirurgien doute donc de sa stratégie et de sa pièce opératoire. Donc, après ces deux modalités relativement donc, anciennes et bien connues, abordons maintenant l'immunothérapie périopératoire, l'immunothérapie qui a bien sûr démarré dans les stades métastatiques, puis a prouvé donc son efficacité dans les stades localement avancés non résécables en maintenance après une chimioradiothérapie concomitante, se positionne aujourd'hui pour les stades opérables. Alors nous disposons bien sûr de plusieurs essais en néoadjuvant, donc en traitement d'induction, en périopératoire, c'est-à-dire avec des modalités avant, néoadjuvante et adjuvante post-opératoire, et certains essais uniquement en adjuvant. Alors le seul essai aujourd'hui donc qui est publié, c'est le Checkmate 816, et là c'est la stratégie néoadjuvante. Et donc dans cette stratégie donc néoadjuvante, les malades, j'ai l'impression que voilà, donc ces malades vont être randomisés pour recevoir 3 cycles de chimio-immuno à base de nivolumab versus un bras recevant uniquement la chimiothérapie, puis ils vont être opérés dans les 6 semaines. Alors, suite à la chirurgie, les traitements adjuvants sont aussi autorisés, à savoir une chimio, plus ou moins une radiothérapie. Et regardez donc en bas, l'objectif principal, il est double. Là, on ne parle plus de survie sans progression, on ne parle plus de survie globale, mais on va plutôt parler de réponse pathologique complète, c'est la PCR, et la survie sans événement. Donc ce sont ça les principaux objectifs principaux. Alors, en termes de réponse histopathologique, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Les malades recevant une chimio-immuno donc sont en réponse à 24%, contre 2,2% uniquement pour les malades recevant seulement la chimiothérapie. Et cela se répercute évidemment sur la survie sans événement, nettement significative, qui a été réactualisée donc cette année à l'ELCC. Et on a également comme objectif secondaire des résultats nettement significatifs pour le bras recevant une chimio-immunothérapie, cette fois-ci en termes de survie globale. Alors, à qui profite cette chimio-immunothérapie néoadjuvante? Eh bien, c'est essentiellement pour les stades 3A, mais elle est d'autant plus importante que le taux de PDL1 est élevé, en particulier pour le groupe ayant une expression de plus de 50% de PDL1.
la survie sans événement est d'autant plus significative et élevée que la réponse histopathologique est complète. Et vous voyez que la courbe, elle est optimale pour les patients ayant une réponse histopathologique complète aussi bien sur la tumeur primitive que sur les ganglions lymphatiques. Elle va décroître progressivement pour les malades ne présentant pas de réponse histopathologique complète. Donc, à partir de cet essai, on peut aujourd'hui recommander une chimio-immuno-néoadjuvante avec 3 cycles d'un sel de platine associé à une chimiothérapie chez les patients qui sont EGFR et ALK non mutés avec un PDL1 donc exprimé à au moins 1% de stade 2, voire même à 3B. Donc voyons maintenant la stratégie adjuvante. Les choses sont relativement un peu plus simples, on va dire. Il y a juste 3 essais. Les 2 premiers sont positifs. Le dernier, il est négatif. Alors, le premier essai, c'est l'Empower 010. Donc, cet essai, il va donc administrer de l'atezolizumab après un traitement chirurgical durant 1 année, donc versus observation. Donc, cet essai est positif pour les malades de stade 2, 3A exprimant un taux de PDL1 supérieur ou égal à 1%, ce qui a donné donc l'AMM aux États-Unis dans cette indication. Mais vous voyez que cette différence est d'autant plus significative que le taux de PDL1 est élevé. Il est particulièrement important pour le sous-groupe présentant un PDL1 supérieur à 50%, ce qui a limité donc l'AMM européenne uniquement à ce sous-groupe de patients exprimant PDL1 supérieur à 50%. Le deuxième essai adjuvant positif, il est à base de pembrolizumab. Et donc là, vous voyez aussi qu'après une après une chirurgie, les malades vont être randomisés pour recevoir en adjuvant du pembrolizumab durant pratiquement 1 année contre observation. Et là aussi, chez ces malades donc opérés allant d'un stade 1B, 2 à 3A, on a des résultats en termes de survie sans progression qui sont significativement plus élevés pour le bras recevant une chimiothérapie adjuvante durant 1 an, je vous rappelle, mais paradoxalement et de manière très contre-intuitive, on n'arrive pas à dégager une supériorité pour le sous-groupe présentant un taux d'expression de PDL1 supérieur à 50%. Donc, après l'immunothérapie néoadjuvante, l'immunothérapie adjuvante, voyez que l'immunothérapie se positionne maintenant avant, après la chirurgie, et il y a énormément donc d'essais d'immunothérapie périopératoire. La plupart de ces essais sont des essais de phase 3. Donc, ces essais vont intéresser des malades de stade 1B, 2, 3, 3A, voire même 3B. Et donc, le schéma néoadjuvant, en général, il va comporter... Je ne sais pas si... Non, il va comporter une chimio-immunothérapie durant 3 à 4 cycles, puis il y aura la chirurgie, et le traitement adjuvant va se baser sur l'immunothérapie, donc initialement prescrite, et qui va être poursuivie en nombre de cycles variables. Ça peut aller jusqu'à 13 cycles d'immunothérapie en adjuvant. Alors, bien sûr, là, les objectifs des études, objectifs primaires, objectifs secondaires, sont pratiquement identiques, mais se basent pratiquement toujours sur la réponse histologique, que ce soit sur la réponse histologique complète ou la réponse histologique majeure.
mais également sur la survie sans événement. Alors, je vais vous... donc, pratiquement, il n'y a pas toutes ces études, au final, sont positives donc, et sont à la faveur du schéma périopératoire. Je vais vous détailler un tout petit peu plus 3 études. Vous avez ici donc l'étude IJAN, donc, qui va se baser sur le durvalumab. Le durvalumab va être prescrit en néoadjuvant en association avec la chimiothérapie durant 4 cycles. Puis, il y aura une randomisation pour recevoir donc par la suite une chirurgie et le durvalumab va être poursuivi dans le bras, donc immunothérapie, contre l'absence donc d'immunothérapie dans le second bras. Et les objectifs principaux, là aussi, c'est la réponse histologique complète et des événements, la survie sans événement. Et là, donc en termes de réponse histologique, on a à peu près 17% de réponse dans le bras chimio-immuno contre 4,3 et ceci va se traduire sur la courbe de survie sans événement qui est nettement à la faveur du bras recevant une chimio-immuno périopératoire. Là aussi, les stades qui vont en bénéficier, c'est surtout les stades 3A avec un taux de PDL1 supérieur à 50%. De même pour l'étude donc Néotorche qui va utiliser pratiquement le même schéma, donc une chimiothérapie, immunothérapie néoadjuvante contre un bras placebo qui ne recevra qu'une chimiothérapie. Il y aura par la suite la chirurgie. On est autorisé à donner un traitement par chimiothérapie donc adjuvante et une maintenance par la suite avec de l'immunothérapie. Là aussi, vous voyez que le taux de réponse, la réponse histopathologique complète est de l'ordre de 24% contre un petit faible 1% dans le stade recevant, dans le bras recevant uniquement la chimiothérapie. Et vous voyez les courbes de survie sans événement qui sont nettement aussi à la faveur du bras périopératoire. La dernière étude est à base de pembrolizumab, là aussi. Donc on va avoir donc une phase néoadjuvante avec une chimio-immuno versus donc une chimiothérapie seule, puis une chirurgie. Et les bras, donc le bras ayant une chimio-immuno va continuer le pembrolizumab durant pratiquement 13 cycles. Et là aussi, en termes de survie sans événement, on a donc une nette supériorité du bras péri-chimio-immuno et qui se traduit même en termes de survie globale. Donc, au final, toutes ces données sont en faveur du schéma néoadjuvant avec un meilleur taux de réponse. Il n'y a pas d'augmentation de la morbimortalité opératoire et il semblerait, donc c'est aux chirurgiens de nous confirmer, que la complexité et la durée du traitement chirurgical n'est pas plus prolongée. Et finalement, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on va gérer des malades qui sont évalués initialement de la sorte? Donc vous avez un schéma qui est à votre gauche. Puis après une induction par chimio-immuno, il n'y a pratiquement plus rien. Donc est-ce qu'il faut réévaluer? Toute la question est là. Est-ce qu'il faut réévaluer avant d'intervenir? On a essayé quand même de mettre en exergue le bénéfice de la phase adjuvante, on va dire, avec donc cette analyse statistique assez complexe et un peu alambiquée de 2 études de Checkmate avec le nivolumab, donc l'une que je vous ai présentée au début, qui est l'étude de l'essai néoadjuvant pur, avec l'essai Checkmate 77T qui comprend une phase néoadjuvante, adjuvante,
Et il ressort, après cette analyse statistique, qu'il y a quand même un intérêt à continuer un traitement adjuvant, même pour les malades ayant reçu un schéma néo-adjuvant et ayant répondu avant la chirurgie. Voyons voir maintenant justement ces malades particuliers qui exprimeraient des mutations de l'EGFR, TKI, on en a parlé lors de la première séance. Ils sont de plus en plus fréquents, quand on les cherche, on les trouve. Alors, en néo-adjuvant, il n'y a que cet essai-là, qui est j'ai trouvé que cet essai-là, le CETONG. Le CETONG qui est un essai chinois. Donc cet essai chinois qui montre que donner de l'erlotinib avant la chirurgie, avant d'aller opérer, et puis donc aller opérer, et ben, même si on a l'impression qu'on gagne en termes de survie sans progression, il n'y a pas de répercussion sur la survie globale. Il faut attendre peut-être l'essai en cours qui est le néo-ADORA, qui se fera avec l'osimertinib et non pas avec l'erlotinib, pour avoir des réponses un peu plus précises sur la stratégie néo-adjuvante chez ces malades EGFR mutés. On a beaucoup plus de données aujourd'hui concernant le schéma adjuvant pour ces malades-là. Et je vous présente ici l'ADORA, qui est un essai clinique de phase 3. Donc ces malades qui sont EGFR mutés vont recevoir après la chirurgie et après donc une chimiothérapie de l'osimertinib contre un placebo. Et vous voyez que chez ces malades recevant donc l'osimertinib, il va y avoir une nette amélioration de la survie sans progression, et en particulier pour les malades ayant un stade 2 à 3A. Et ce bénéfice a été présenté récemment comme étant maintenu après donc plusieurs années maintenant. Et vous voyez en bas que plus le stade est évolué et plus on a l'impression que le résultat est probant avec l'osimertinib en adjuvant. Pour les malades transloqués ALK, on dispose également d'un essai thérapeutique qui est l'ALINA. Donc cet essai thérapeutique est conçu un tout petit peu différemment. Pour ces malades donc, qui sont opérés, ils vont avoir directement, donc il n'y aura pas une phase de chimiothérapie adjuvante avant la thérapie ciblée, mais directement randomisée pour recevoir soit l'alectinib, soit la chimiothérapie adjuvante. Et là, les résultats sont aussi positifs. Et finalement, grâce à ces deux études, l'ADORA et l'ALINA, on peut aujourd'hui recommander l'osimertinib pendant 3 ans en cas de mutation EGFR activatrice chez les patients de stade 1B, 2 et 3A et T4N2 de la stadification TNM8 qui sont réséqués après une chimiothérapie adjuvante. Pour les transloqués ALK, l'alectinib est recommandé durant 2 ans s'il y a un réarrangement ALK pour les stades 2 à 3B réséqués après chirurgie et résection complète sans chimiothérapie adjuvante préalable. Donc, en conclusion, il y a des changements rapides et constants dans les algorithmes thérapeutiques depuis l'avènement de l'immunothérapie et des thérapies ciblées. La discussion en RCP devient de plus en plus complexe, mais elle est aujourd'hui et plus que jamais obligatoire, aussi bien avant qu'après traitement, pour mieux définir la stratégie de prise en charge. Mais il y a encore plus d'études pour répondre à des questions qui restent entièrement posées, la durée des traitements, les marqueurs de suivi, les sous-groupes, est-ce qu'il y a des modalités différentes? Et je vous ai donc projeté l'évolution un peu du raisonnement qu'on faisait il y a quelques années. Pour certains malades localement avancés, est-ce qu'on fait du néo-adjuvant, puis après de la chirurgie, si jamais, donc il faut continuer par la radiothérapie. Et puis par la suite, on s'est rendu compte que les malades non résécables, il y en avait des résultats aussi probants par une chimio-radio concomitante, encore plus lorsqu'elle était suivie par une immunothérapie à base de durvalumab. Mais maintenant, avec les données de la Checkmate 816, et bientôt on aura d'autres données du néo-ADORA, du néo-COST, il faudra aussi rechercher
le PDL1, le GFR et l'ALK, même pour les stades donc précoces et opérables, donner une chimio-immuno plutôt avant la chirurgie, continuer chimio-radio et durvalumab pour les non opérables, et peut-être que tous ces algorithmes-là vont complètement donc changer dans les années à venir. Je n'oublierai pas de remercier notre RCP oncologie thoracique de l'hôpital Abdelrahman Memi. Et juste pour vous dire que c'est le chirurgien qui demande le plus aujourd'hui de recherche, donc de mutation, donc à chaque staff de RCP. Et je vous remercie. Merci.